Et voilà, bonsoir et bienvenue à tous. C'est pour moi un grand plaisir de nous accueillir dans cette formation aujourd'hui où nous allons parler du Power BI. En fait, c'est la suite de la formation sur Power BI que nous avions entamée depuis la semaine passée. Et nous avions dit, lorsqu'on travaille sur Power BI, il y a des étapes qu'on suit. L'étape numéro 1, c'était de se connecter aux données. OK, on va se connecter aux sources des données. Les données peuvent être dans une base de données, dans des fichiers Excel, dans une application, dans un API. Donc, il y a plusieurs sources où on va essayer de se connecter. Et une fois on se connecte aux données, on va traiter nos données, on va nettoyer les données, supprimer les doublons, faire tout ce qui est nettoyage avec l'outil qu'on appelle Power Query. Et on avait passé, je pense, toute une séance où on a vu Power Query. Si vous n'avez pas vu ça, vous pouvez regarder les sessions passées. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez regarder dans la playlist et vous allez voir la session sur Power Query. Après cela, nous avons parlé de la modélisation. Donc, l'effet là de mettre les tables en relation. On met les tables en relation pour pouvoir bien analyser. Si jamais on crée des filtres, si jamais on veut interroger des tables qui sont un peu éparpillées, la modélisation nous permet, c'est là. Après cela, nous avons parlé du DAX. C'est ce que nous avions fait la fois passée. Nous avons passé 2 jours en train de parler du DAX en un seul mot ou bien rapidement. J'aimerais que quelqu'un me dise c'est quoi le DAX? C'est lui qui était là la semaine passée. J'aimerais que quelqu'un lève la main et me dise c'est quoi les DAX? Qu'est-ce que vous aviez compris par DAX? OK. Y a-t-il quelqu'un qui a suivi la formation la fois passée, la semaine passée? Justine, il n'y avait pas de slides pour le jour 2. Pour Power Query, il n'y avait pas de slides. Il n'y avait pas de slides. Oui, je vois quelqu'un veut nous dire c'est quoi le... je vois c'est qui lève la main. Je vais la première personne qui a levé la main ici. C'est Sidibé. Je peux? OK, OK, oui, vous pouvez s'y typer. Mhm. Ok, bonsoir tout le monde. Donc voilà, les 2 dernières sessions, on a parlé du DAX. C'est le Data Analysis Expression, c'est-à-dire que c'est le langage de requête de Power BI. Donc, dans les 2 dernières sessions, on a parlé du DAX en fait. Il nous permet de faire quoi concrètement? Il nous permet de faire des analyses et de pouvoir également manipuler les données. Donc, c'est un peu comme les formules sur Excel en fait. Mhm, mhm. D'accord. J'ai vu une autre personne lever la main. Je vois ce monsieur Mustapha. Oui, c'est moi, c'est Moustapha. Je vais juste compléter ce qu'il a dit tout à l'heure en ajoutant que, effectivement, comme il a parlé des formules, c'est pour répondre à des requêtes. Nous avons des requêtes d'exploitation de nos données et comme par exemple le langage M sur Query, nous avons donc le langage DAX avec ses formules dans Power BI qui nous permet donc de répondre à des requêtes. D'accord. Toutes vos réponses sont bonnes. Je vois même les amis dans les chats écrire calcul des colonnes de mesure. Voilà, c'est exactement ça. Il est là. Ce que M. Sidibé, ce que M. Mustapha vient de dire, les DAX est là pour nous permettre à faire des calculs, à pouvoir interroger. C'est presque similaire à ce que nous faisons sur Excel avec les formules. Alors, nous avons après les DAX le visuel. Alors là, c'est le cœur de Power BI pour faire des visuels. OK? Les visuels vont nous permettre de pouvoir visualiser, voir en un clin d'œil ce que nos données racontent. Parce que vous allez savoir, le cerveau humain retient plus ce qu'il voit que ce qu'il attend ou ce qu'il lit. Si vous voyez, si on vous dit, si on vous dit arbre, je ne sais pas ce que vous voyez. Je pense, je l'avais même encore dit dans la vidéo introductive que j'avais fait. Quand on parle des arbres, dans votre tête, vous voyez déjà un arbre. Je peux parier que vous n'avez pas vu le mot
arbre, A-R-B-R. A-R-B-R-E. Vous n'avez pas vu ça. Vous aviez vu quand j'ai dit arbre, vous aviez vu directement arbre. Quand j'ai dit table, vous pouvez fermer les yeux, vous allez voir la table et non le mot table. Et donc, le cerveau humain est plus visuel. Et c'est pourquoi quand on veut visualiser les données, pour mieux les comprendre avec les visuels, ça va aller très vite. Et je pense depuis jusque-là, vous êtes en train de créer de visuels. On avait parlé le premier jour dans la première section, on avait réalisé déjà un premier dashboard. Au moins, chaque jour, on est en train de réaliser quelque chose. Et aujourd'hui, on va essayer de voir dans la section 6, la visualisation et le design. Comment on fait des bons designs? Comment on fait pour qu'on ait quelque chose qui va impacter avoir plus de l'impact. Et demain, aujourd'hui, ça sera un peu théorique, hein. Oui, il y a déjà un exercice que je vous ai prévu là. Si on trouve le temps, on va essayer de réaliser ça à la fin. Mais demain, c'est prévu que demain, nous puissions travailler sur un projet complet. OK? De A à Z, on va combiner tout ce qu'on a vu le premier jour jusqu'à aujourd'hui. On aura un projet bien fait. Et on va publier encore ça sur Power BI Services. Ceux qui ont eu du mal avec ça, ils verront directement comment le faire. Je ne sais pas si ça sera possible que nous puissions faire les lives demain. Je pense que demain, je vais enregistrer une vidéo pour vous permettre de suivre ça convenablement et de reproduire. OK? Je vous tiendrai informé demain, peut-être 1 heure ou 2 heures avant, s'il y aura live ou il n'y aura pas live. Mais quand même, je ferai une vidéo où je travaille sur un projet de A à Z et je vous l'enverrai pour que vous puissiez reproduire. Ça sera un projet guidé, mais les derniers projets, là, chacun va faire, va travailler sur ses datasets. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous allons parler de la data visualization ou bien la visualisation des données et les designs. Comment on fait de bons designs? Je voulais que vous soyez un peu honnête avec moi. Est-ce que vous avez déjà passé des heures en train de faire un dashboard, OK? Et puis au final, personne ne l'utilise. Merci de fermer vos micros, s'il vous plaît. Et des fois, quand vous passez des heures et des heures en train de faire un dashboard et que personne ne l'utilise, les problèmes, souvent, ne pas les donner. Ce n'est même pas par BI, mais très souvent, le problème, c'est les designs. Aujourd'hui, la réalité du marché, les amis, est simple. Les entreprises ne paient pas pour les dashboards. Okay? Les entreprises paient pour pouvoir comprendre rapidement, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir gagner de l'argent. Okay? Et donc, ils voudront chaque fois avoir des visuels, des dashboards qui les aident, ce que je disais tantôt, à comprendre les données rapidement, à prendre des décisions éclairées, à gagner du temps, à gagner de l'argent, être plus productif. OK? Je vais vous demander de regarder ces dashboards que je mets là. OK? Lesquels pensez-vous inspirent plus de confiance? Before ou after? Écrivez-moi dans les chats entre ces deux graphiques, celle où j'écris before ou after. Lesquels de ces dashboards inspirent plus confiance? Je vais voir dans les chats. OK, OK. OK, je vois beaucoup de gens écrire after. Je vais prendre une personne qui a dit after, OK, et me dire pourquoi vous choisissez after et non before. Et ceux qui ont dit before, pourquoi vous choisissez before et non after? Je vois Malik. Je vais prendre Malik et puis je vais prendre Miguel. Quel est votre choix et pourquoi ce choix? Oui, bonsoir tout le monde. Moi, Bonsoir.
J'ai choisi Before en fait, puisque dans le Before, j'ai les KPI. En fait, j'ai 3 KPI, alors que dans After, je ne vois pas des KPI en fait. Je vois que de graphiques. Et pour moi, les graphiques, juste les graphiques sans calcul, sans chiffres. On ne comprend pas trop bien en fait. On ne comprend pas ce que ça veut dire juste les graphiques. Parce qu'il n'y a pas des chiffres, il n'y a pas de pourcentage, il n'y a rien. Donc, juste les graphiques comme ça, pour moi, ce n'est pas très clair, quoi, en fait. Et donc, dans le premier Before, j'en ai 3 KPI. Je vois 1,1 million d'euros, dollars. L'autre, 52%, 5,4%. Et j'ai beaucoup comment on appelle, des graphiques qui est pour le design. D'accord, Monsieur Malik. Quelqu'un qui a choisi After, ouvrez votre micro et intervenez aussi. Pourquoi vous avez choisi After? C'est Sidi Mohamed. Moi, je OK. choisis After, puisqu'en fait, il y a moins d'informations. Il y a moins d'informations et on comprend vite, en fait. Après, pour la personne qui parlait tout à l'heure, il doit juste comprendre que Before et After, ce ne sont pas les mêmes données, en fait. C'est juste deux représentations différentes. Dans After, par exemple, on dit, bon, voilà, il y a 78% de rétention. Donc, ce qui est sûr, c'est que les calculs ont été déjà faits. Et côté rétention par mois, on sait, voilà, quoi, on voit que ça évolue. Et on a également le taux par mois ainsi que le taux de clients, en fait. Donc, il y a pas beaucoup d'informations qu'on voit, mais il y a des informations claires et essentielles, en fait. D'accord. Merci Oui, beaucoup. monsieur. Oui, oui, oui. Il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Oui, oui, Moustapha. OK, Mustapha. Oui, monsieur, je vous l'ai dit, j'ai bien regardé les deux et honnêtement, tel que j'ai vu, l'objectif d'un data analyst, c'est de permettre à notre patron de prendre une décision éclairée en étant Mhm, à l'aise par rapport à notre travail. Le mhm. dashboard After est clair, tel que le directeur peut très rapidement prendre sa décision, alors que Before, on voit un directeur qui est gêné par le flux d'informations au point où il a même les mots de tête. Il risque même de nous renvoyer. D'accord, d'accord. Il risque même de renvoyer les data analystes. OK. So, let's dive deeper. Allons-y un peu en profondeur dans ces deux scénarios ici. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment faire la data visualization? Comment faire de bons designs? Est-ce que c'est before qui est mieux? Est-ce que c'est after qui est mieux? Chacun a donné ses idées, son avis, et je pense par la suite, vous allez comprendre là où je voulais aller. Et vous avez déjà soulevé certains points clés qu'on doit vraiment savoir lorsqu'on réalise un dashboard. J'ai vu plusieurs dashboards que vous aviez partagés dans le groupe. Et là, je me disais, OK, c'est parce que nous sommes dans les groupes, mais il y a beaucoup de choses qu'on doit encore corriger là-dessus. Je ne sais pas s'il faudra que je corrige les dashboards de chacun dans les groupes ou bien je vais généraliser. Je vais voir comment ça va aller. Peut-être après-demain, on pourra le faire. Mais il y a vraiment je dirais une science derrière la réalisation des dashboards. Là, ici, à gauche, il y a un mauvais dashboard. Vous allez comprendre pourquoi je dis mauvais. Et ici, il y a un bon dashboard. À première vue, il y a quelqu'un qui aimerait prendre ça parce qu'il y a trop de couleurs, shiny, alors que ça, c'est... OK? Mais vous allez comprendre pourquoi on a fait ça. Et je pense, avant l'information, je vous avais envoyé ces quelques spirales ici de Fibonacci. Je vais vous expliquer à quoi tout ça, ça ressemble. Il y a encore pas mal de before et after. Je mettrai encore ces slides à la fin. Nous allons décider pourquoi lequel est le mien, pourquoi ceci est OK et celui-ci n'est pas OK. OK. Alors, ce soir, nous allons parler de 4 points. Nous allons parler des 4 choses essentielles. Nous allons parler des règles du design, user interface et user experience. Nous allons parler de comment choisir de bons graphiques.
nous allons voir comment structurer un dashboard comme un pro et aussi nous allons voir comment raconter une histoire avec des données. Alors, nous allons commencer par les fondamentaux que vous devez savoir qui existent en design. Quand j'écris UI, c'est User Interface, utilisateur interface. Et quand je fais UX, c'est User Experience ou bien l'expérience utilisateur. Il y a 4 fondamentaux qui existent dans les designs. Nous avons d'abord la hiérarchie visuelle, nous avons la lisibilité, nous avons l'alignement et la simplicité. Un bon design, ce n'est pas beau. J'ai dit un bon, B-O-N, ce n'est pas beau, B-E-A-U. Un bon design, ça doit être clair. Et ces 4 piliers vont nous aider vraiment à pouvoir mieux comprendre. Je vais commencer avec le numéro 1, mais avant ça, je prends un peu d'eau et puis je... OK, nous allons continuer. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Voilà, c'est bon. Je parlais du premier pilier qui est le pilier hiérarchie visuelle. En fait, l'hiérarchie visuelle va aider à guider l'aide de l'utilisateur. Quand quelqu'un ouvre votre dashboard, son cerveau va se poser une question en premier. Je regarde quoi en premier? OK? Quand vous regardez le premier design ici, à gauche, là où je mets une croix, quand vous regardez ça, qu'est-ce que vous voyez en premier? Est-ce que vous voyez ces rectangles ou bien vous voyez ces points? Je ne sais pas ce que vous avez vu en premier. Mais il n'y a aucun élément qui est mis en évidence pour être vu en premier. Alors, ce qui est à droite, vous pouvez facilement regarder le premier rectangle ou bien regarder ce qui est en orange ici. OK? Parce qu'en design, plus c'est grand, plus c'est important. Lorsque quelque chose est grand, donc c'est important. Quand vous faites vos visuels, quand vous mettez quelque chose de trop grand, l'œil va frapper sur ce que vous avez mis en gras, en plus grande forme. Lorsqu'il y a une couleur contrastée, comme ici j'ai mis une petite couleur, je ne sais pas, orange ou jaune, quoi, vous remarquez ça rapidement. Plus c'est contrasté, plus ça attire. Et aussi, je pense que vous avez vu le bleu qui est en haut. Plus c'est haut, ou même si c'est à gauche, plus c'est vu. Un graphique, un mauvais design, c'est quand on a, par exemple, 10 graphiques de même taille. Là, ça perd des focus. Et c'est pourquoi c'est bon, lorsque vous faites vos graphiques, de mettre 2 KPI en haut, des graphiques en dessous et les détails en bas. Les deuxièmes piliers, c'est ce que je disais là, plus c'est grand, plus c'est important, plus c'est contrasté, donc plus ça attire, et plus c'est haut et à gauche, donc c'est plus c'est vu. Alors, le deuxième pilier, c'est la visibilité.
La lisibilité, son objectif, c'est de comprendre en 3 secondes. Un dashboard doit être compris sans trop d'explications. OK? Et ce que je disais ici, je ne sais pas si vous voyez clairement, mais avec ces premiers visuels qui est ici, on a du mal à comprendre. On a plusieurs couleurs. Alors qu'ici, on a une uniformité des couleurs, on peut interpréter les choses facilement. Il y a les KPI qui sont en haut, il y a la courbe de tendance au milieu, il y a des graphiques, les downward charts et les bar charts en bas. La règle est simple. OK? Lorsque vous faites des visuels, lorsque vous faites des dashboards, rassurez-vous d'utiliser 2 ou 3 couleurs maximum, ou bien récupérer les couleurs du logo de votre entreprise. Utilisez des polices qui sont visibles et aussi faites les contrastes des couleurs. Lorsque vous voulez mettre quelque chose en évidence, mettez un contraste un peu fort et différenciez les textes et les fonds qui est sur vos visuels. Et surtout, il faut éviter les surcharges. Éviter de mettre trop de visuels sur votre dashboard. Parce que, comme je le disais tantôt, quand vous mettez trop de visuels, l'utilisateur ou bien le manager, le boss à qui vous allez présenter votre dashboard, il sera perdu. Je vois beaucoup de gens faire ces erreurs et mettre trop de couleurs, comme le premier visuel qu'on a vu là. Okay? Ou bien écrire des trop petits textes ou mettre des fonds qui sont sombres et puis les textes aussi sombres. Vous pouvez mettre un fond qui est sombre, mais mettre les textes un peu dans une couleur plus visible et ne pas mettre trop d'informations sur vos visuels. Le troisième pilier du design, c'est l'alignement. OK? L'alignement, en fait, crée ce qu'on appelle un fait pro-immédiat. Quand votre design respire, voyez même comment j'ai fait mes slides. J'essaie d'aligner tout convenablement. L'espace qui est entre mon écran ici et ici, c'est le même qui est ici entre ici. Il y a un alignement bien défini. Et quand vous faites vos visuels, je vois certains visuels à gauche, à droite, il n'y a pas un bon alignement. Ça montre que peut-être vous êtes encore débutant dans les designs. Au fur et à mesure qu'ils seront évoluer, je vous montrerai les principes des grids qu'on appelle des marges, si j'ai une bonne interprétation en français. Il faut dessiner des petites lignes sur votre dashboard et savoir, OK, ici au milieu, je vais mettre quoi, en bas, je vais mettre quoi, et ne pas dépasser ces règles. Voilà, c'est ce qu'on appelle en français. Ce n'est pas dépasser des règles que vous aurez mis en avance. Et aussi, je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre ces deux alignements. Lorsque nous avons ça, vous voyez, tout commence au même niveau et finit au même niveau. Donc, tout est bien aligné et les espaces, on laisse les espaces au milieu. Alors que ça, il y a des espaces qui sont en haut, à gauche. Rien n'est bien positionné. Et ça, en positionnant vos visuels comme ça, on peut déjà se dire, voilà un pro qui a fait ses travaux, ou bien voilà un débutant ou un charlatan qui a fait ses travaux. Et ça, toujours, c'est ce que je disais, mélanger trop de couleurs, disposer vos rapports mal. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a fait un design pareil, mais ne faites pas quelque chose de pareil. Utilisez au fait la simplicité. OK? La simplicité. La simplicité, ça vous aide à supprimer les bruits. OK? La simplicité vous aide à supprimer le bruit et à se focaliser juste sur ce qui est essentiel. Je vois très souvent, quand on commence à prendre des outils de visualisation des données, que ce soit Power BI ou Tableau, le plus grand
problème que les data analystes débutants commettent, c'est de tout vouloir montrer. On ne peut pas tout montrer sur un dashboard. Okay? Vous avez vu ce qui est support BI, il y a plusieurs pages. Je ne sais pas si vous l'avez encore remarqué. Je vais essayer d'ouvrir Power BI ici. Sur Power BI, vous avez plusieurs pages. Si certaines informations ne contiennent pas ici, vous venez créer une nouvelle page où vous allez ajouter d'autres informations. Et vous pouvez créer autant de pages que vous voulez. Au lieu de vouloir tout afficher sur une page. Donc, la simplicité est très, 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 très importante. Et il y a une règle d'or qui existe en design qui dit moins, mais mieux. Vous faites moins de visuels sur votre graphique, mais que ça soit mieux que vous pouvez présenter. Essayez de voir la différence entre ces deux visuels. Nous avons ces visuels, ces dashboards où l'espacement n'est pas respecté. Oui, la couleur, ils essaient d'utiliser deux couleurs. Les gris, ça va. Les gris et un peu le blanc. Mais ça ne parle pas. Ça ne parle pas. L'espacement n'est pas bien expliqué. Il faut encore qu'on vous explique ce qui fait ces graphiques pour pouvoir comprendre. Alors que les deuxièmes ici, vous pouvez comprendre certaines choses. Vous voyez ici, ça signifie quoi? Quand je les histogrammes ici, les barres, les barres, le bar ici, veut dire quoi? Les chiffres ici, ça signifie quoi? Et ça représente combien de pourcents par rapport à l'année passée? Au moins, ça parle un peu et tout est plus ou moins bien espacé. Simple, mais bien. Et donc, là, ce qu'il faut retenir est que moins, c'est bien. Chaque fois, quand vous voulez vous poser, vous voulez réaliser un design, il faut vous poser des questions comme est-ce que cet élément aide vraiment à prendre une décision? Si non, il faut directement supprimer ces visuels que vous voulez ajouter. Si c'est oui, il faut donc garder ces visuels. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas mettre trop de graphiques sur votre rapport, éviter trop de filtres et éviter trop de textes. OK? Je viens de parler des 4 fondamentaux du design. L'hiérarchie. Je parlais de la hiérarchie et j'ai dit que la hiérarchie nous permet de guider l'utilisateur. La deuxième chose, c'est la lisibilité. La lisibilité permet de faire comprendre le message que vous voulez envoyer dans 3 secondes. Donc, simplifier. Les troisième piliers, nous avons parlé de l'alignement. L'alignement, ça nous aide à créer un effet pro immédiat et ça nous aide vraiment à structurer notre dashboard. Et enfin, la simplicité. Il faut vraiment supprimer les bruits et ne se focaliser qu'à ce qui est essentiel. Rapidement, parlons de comment choisir le bon graphique. Je vous avais partagé, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le groupe Telegram, je vous avais partagé un visuel, je sais pas, je vais essayer de voir si je vais retrouver ça rapidement là. Je vous avais partagé un visuel quand on a parlé d'Excel. Comment choisir le bon visuel? Espérons que je vais les retrouver rapidement. Ok, voilà. Et cette question revient toujours. Comment choisir les bons visuels? Est-ce que je vais utiliser plutôt un graphique à barre? Est-ce que je vais utiliser plutôt un graphique linéaire? Est-ce que je vais utiliser plutôt un diagramme scalaire? Est-ce que c'est plutôt une carte ou bien? Vous devez savoir, on ne choisit pas un graphique par hasard.
un graphique doit être choisi parce que ça va répondre à une question. OK? On choisit un graphique parce qu'on veut répondre à une question. Si vous ne savez pas la question à laquelle vous voulez répondre, vous ne pouvez pas choisir les bons graphiques. Ça, je vais vous partager dans le groupe WhatsApp ou si quelqu'un qui a ça de son côté, qui a fait une capture d'écran, il peut nous partager ça directement dans le groupe. Oui, Et je quelqu'un a vais... déjà envoyé dans le groupe. D'accord, c'est bon. Et je vais vous parler des 5 cas principaux que vous devez maîtriser absolument pour bien choisir vos visuels. Lorsque vous voulez comparer des valeurs, par exemple, vous voulez répondre à des questions, qui est meilleur, qui vend le plus, les graphiques le mieux approprié à ça, c'est les graphiques qu'on appelle les bar charts, OK, ou diagrammes en barre. Pas trop petit comme ça, mais ce qui est mieux représenté. Si vous voulez vraiment comparer des catégories, utilisez toujours des bar charts ou bien graphiques à barres. Lorsque vous voulez montrer une évolution dans les temps, comment ça évolue? Une évolution sur les temps. Utilisez les line charts ou bien les graphiques à courbe des tendances. OK? Dès que vous avez vos données et vous avez une question qui fait référence à la date, dès que vous avez une date, pensez à ce type de visuel, line chart. Il ne faut pas utiliser ici les bar charts ni d'autres types de visuels comme les donut charts ou bien ce que nous allons voir par la suite, qui est bien pour quand on veut faire par exemple la répartition, quand on veut montrer la répartition, c'est mieux d'utiliser les secteurs, okay, qu'on appelle en anglais les pie charts. Mais ici, il faut les utiliser avec modération. Par défaut, ces graphiques répondent à la question quelle part représente quoi? J'ai vu dans le groupe, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de pareil. Quand vous avez plusieurs éléments, n'utilisez pas un pie chart. Utilisez peut-être un graphique à barre ou autre chose. Mais ça se mieux utiliser quand vous voulez montrer la répartition pourcentage des 3, maximum 5 catégories. Quand vous avez 10 parts, ici, ça va créer lisibilité. Je ne sais pas si vous essayez de voir la couleur de chaque élément ici. Donc, et aussi, quand vous voulez faire des comparaisons précises, n'utilisez pas ça. Utilisez juste les annons ou bien les pie charts ici. Quand vous voulez montrer une répartition, quelle part représente quoi? Et là, ça doit être maximum 3 ou 5 catégories. L'autre type de graphique important que vous devez savoir, c'est ce qu'on appelle les scatter plots, OK? Les nuages de points en français. C'est quand vous voulez montrer la relation entre deux variables. Et ces deux variables doivent être quantitatives. Parce que sur l'axe des X, nous devons avoir les chiffres et sur l'axe des Y, nous devons avoir des chiffres. Lorsque nous voulons, par exemple, voir, je ne sais pas, les salaires évoluent comment en fonction de l'âge ou bien le prix de la maison évolue comment en fonction de la superficie du terrain, c'est quand vous allez utiliser les scatter plots ou bien les nuages de points. Lorsque nous voulons étudier une relation, nous voulons chercher une corrélation entre deux variables. Et aussi, l'autre graphique
qui est vraiment très utilisé, c'est lorsque vous voulez montrer une distribution. Comment les données sont réparties. Quand on veut voir une distribution, on veut utiliser une distribution. Ce qu'il ne faut pas confondre avec lorsqu'on veut comparer des valeurs. Okay? Ici, les bar charts ont des espaces entre eux, alors que les histogrammes n'ont pas assez d'espace. C'est vous qui définissez les nombres de bins que vous voulez afficher. Les bins, c'est les barres ici. Okay? Je pense que je vous montrerai pratiquement sur Power BI comment ça s'est fait. Donc, lorsque vous voulez comparer, n'allez pas loin, utilisez les bar charts, graphiques à barres. Lorsque vous voulez voir l'évolution, utilisez les graphiques en courbe. Lorsque vous voulez voir, comparer le pourcentage entre les catégories, utilisez les donut charts ou bien les pie charts. Okay? Les diagrammes circulaires là. Lorsque vous voulez voir la relation entre le variable, utilisez les scatterplots ou bien les nuages de points. Lorsque vous voulez voir la distribution, utilisez les graphiques d'histogramme. Les erreurs qu'il faut vraiment éviter, hein, je les ai déjà mentionnées là plus haut, c'est éviter trop de graphiques différents sur un même tableau de bord. Un dashboard, ce n'est pas un zoo de graphiques. Je vous ai montré que vous avez la possibilité de créer autant de pages que vous voulez et ne pas tout centraliser sur sur une seule page, autant pour vous. Et aussi, choisir, il ne faut pas être tenté à vouloir choisir des graphiques entre guillemets stylés. On ne choisit pas pour faire joli, on choisit pour être compris, on choisit pour répondre à une question, on choisit pour renvoyer une information. OK? L'objectif n'est pas qui fait un joli graphique, mais savoir qui communique mieux les données. Et une autre chose, trop d'informations. Si c'est compliqué, si les gens ne comprennent pas ce qui est présenté, donc c'est déjà mauvais. Je voulais qu'on fasse une petite démonstration là, mais je pense comme les temps sont en train d'avancer, on pourra faire ça avec l'exercice là que je vous ai envoyé. Si vous ne l'avez pas, il faut juste regarder le message que je vous ai envoyé pour rejoindre ces lives et rassurez-vous d'avoir ces contextes ouverts. J'ai mis, il y a une entreprise qui s'appelle Green Pulse Analytics qui travaille dans le domaine de l'énergie et environnement. Et vous pouvez voir leur logo. Et si vous pouvez aller même sur Google et taper Green Pulse. Je pris ça d'une manière fictive, hein, donc ce n'est pas exactement les données. Et vous pouvez voir sur leur site, leur charte graphique, si je clique ici, sur plus en vert, blanc, noir, vous pouvez voir comment est présenté leur site. Et donc, nous, on va essayer de réaliser un dashboard pour cette entreprise ici. OK? Ils nous disent quoi? Votre mission, c'est de vous aider, leur mission, en fait, c'est d'aider les entreprises à suivre leur consommation énergétique, réduire leurs coûts, diminuer leur impact environnemental. Alors, la situation ici, on a Green Pulse qui collecte des données dans plusieurs pays. Les pays qui sont ici, on a la France, le Kenya, l'Allemagne, le Nigeria et le Maroc. Et ils ont des données, mais aucune visibilité. Je vais essayer un peu de zoomer pour que vous voyez plus mieux. Alors, ils vous engagent en tant que data analyst, vous commencez à travailler chez eux en tant que data analyst et vous disent bonjour, monsieur le data analyst ou madame la data analyst. J'espère que vous allez bien. Nous avons actuellement un problème majeur. Nous collectons énormément de données sur la consommation énergétique et les émissions de CO2. Mais nous n'avons aucun outil clair pour analyser ces informations et prendre des décisions stratégiques. Alors, le directeur vous dit, j'aimerais que vous créiez un dashboard Power BI professionnel qui nous permettra de répondre aux questions suivantes.
Voilà les questions auxquelles ils vont répondre. Okay? Quelle est notre consommation totale? Comment évolue-t-elle dans le temps? Quels pays consomment le plus? Quelles sources d'énergie sont le plus utilisées? Où sont concentrées les émissions de CO2? Quelle opportunité d'optimisation pouvons-nous identifier? Et donc, les dashboards devraient être clairs, visuellement professionnels, faciles à utiliser, donc avec un peu d'interactivité. Et la base des données est disponible ici. Donc, si je clique sur ces données ici, vous allez avoir à aller en base des données. Les données ne sont pas peut-être bien... c'est fictif. Hein. OK? On va essayer de nettoyer et voir ce qui est essentiel. Mais l'objectif, c'est de pouvoir faire ça. C'est de pouvoir répondre à ces questions. Et alors, ils disent que nous présenterons ce travail lors de la prochaine réunion avec la direction. Et donc, je compte sur vous pour proposer quelque chose d'impactant, cordialement, directeur des opérations GreenPulse Analytics. Avec ce que j'ai déjà dit là, j'aimerais que chacun essaie de réaliser quelque chose et puis présenter les travaux. Mais avant ça, il y a quelque chose que je mets ici à la fin du slide. OK, il y avait aussi ça avant même que je ne parle de ça. Il y a plusieurs types de graphiques qui existent. Ce n'est pas juste les 5 là que je vous ai montré. Il y a d'autres, par exemple, quand vous voulez visualiser les données géospatiales, il faut utiliser les cartes. Quand vous voulez visualiser la densité et les méthodes des données en particulier dans un grand ensemble des données, il faut essayer d'utiliser les heatmaps. Tout ça, c'est disponible ici dans le visuel des Power BI. Mais aussi, quand vous êtes sur Power BI et que vous retrouvez qu'il y a quelque chose que vous voulez visualiser, mais par défaut, Power BI ne l'offre pas ici, vous pouvez aller télécharger d'autres modèles de visuels en cliquant sur le point ici, sur les 3 points. Vous cliquez sur « Obtenir plus de visuels ». Vous pouvez même importer des visuels à partir d'un fichier. Vous pouvez supprimer le visuel. Vous pouvez restaurer par défaut. Je vais essayer de chercher plus de visuels. Je vais cliquer là sur « Plus ». Normalement, je dois être connecté sur Power BI. Je vais que je me connecte là. Est-ce que je peux me connecter avec mon adresse mail professionnelle? Oh, OK. Si vous étiez connecté, comme certains d'entre vous ont encore des soucis, OK? Je ne vais pas les faire rapidement. Hein. Mais si vous entrez votre adresse mail pour Power BI Services, que vous utilisez sur Power BI Services, ça va ouvrir une fenêtre où il y aura plusieurs autres types de graphiques que vous pouvez télécharger et ajouter ça ici. Donc, vous pouvez ajouter d'autres. Ce n'est pas juste ce qui est proposé par défaut par Microsoft. Je disais donc, pour répondre à cette préoccupation, si vous n'avez pas une idée à quoi va ressembler votre design, je vais descendre au dernier slide. Il y a plusieurs sources d'inspiration qui existent sur Internet. Vous pouvez aller, par exemple, sur le site Dribble, ou bien Pinterest, ou bien Behance, ou bien Mobile, ou bien UI8, ou bien Figma. Ici, il y a plusieurs visuels sur lesquels vous pouvez vous inspirer. Et vous devez savoir que votre niveau de design est corrélé ou est directement lié à ce que vous regardez tous les jours. Si vous regardez des jolis designs, des beaux designs, vous allez aussi faire des beaux designs. Si vous regardez des designs qui sont moches ou bien des dashboards qui sont pas trop beaux, et bon, vous ne ferez pas des beaux designs. Alors, je vais aller un peu sur Dribble pour voir ce que Dribble peut offrir là. Je viens ici dans mon navigateur. Et là, je vais taper Dribble. Okay? Dribble, c'est avec 3 B.
Dribbble. D-R-I-B-B-B-L-E. Et je fais entrer. Et vous pouvez voir le site de Dribbble qui est là en premier. Je clique sur Dribbble. C'est les top des tops quand il s'agit de design. Okay? Et là, vous allez chercher des designs qui vous plaisent. Vous pouvez créer un compte si vous voulez. Mais si, par exemple, je vais faire un dashboard quelconque, je vais, par exemple, je vais, par exemple, cliquer juste ici. What type of design are you interested in? Quel type de design, dans quel type de design êtes-vous intéressé? Si je vais, par exemple, chercher un dashboard, tableau de bord vente, j'écris juste dashboard sales et va me proposer des types de dashboards. Pour notre greenhouse, greenpulse, quelque chose de pareil, un vert comme leur logo est un vert, pour être OK. Et si en haut, je pourrais mettre les indicateurs clés de performance, mettre quelques menus ici, et puis représenter l'essentiel au milieu. OK? Je peux descendre ou bien utiliser la touche de direction vers la droite pour voir les designs qui vont me plaire et essayer de reproduire ça. Ou je peux prendre un stylo, un crayon et un papier et essayer de caricaturer sur papier ce que je vais faire avant de commencer à faire quoi que ce soit sur Power BI. Et il n'y a pas seulement ça, je vous ai dit, il y a aussi les sites Pinterest. Si je vais sur Pinterest, je peux aussi chercher des dashboards ici. Il me demande de me connecter. Je peux continuer avec mon adresse mail là. Sign up. Me demande de mettre ma date de naissance. Je mets par exemple le 30 mars. Je mets 2002 par exemple, ou votre, je ne suis pas de 2002, mais je mets juste ça, juste pour créer un compte sur Pinterest. Et puis là, je peux venir chercher. Je clique ici dans Search et je fais dash, continuer, mail, continuer. Qui il me demande de chercher ce qui m'intéresse plus. Je peux prendre par exemple ça. Ça, vous pouvez prendre n'importe quoi, il n'y a pas de problème là. Et là, alors, je vais faire dashboard. Dashboard design, disons. J'ai fait entrer. Et vous allez aussi avoir deux modèles de design que vous pouvez réaliser. Je vais prendre par exemple ça. Essayer de voir, OK, le menu, je mettrai mon menu à gauche. Je mettrai mes indicateurs clés de performance en haut. Et là, au milieu, je mettrai ce qui m'intéresse. Donc, ce site est là juste pour vous donner de l'inspiration. OK? Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de design. Et vous demandez comment, par exemple, ils arrivent à faire des designs un peu jolis comme ça. C'est parce qu'ils sont déjà habitués à faire plusieurs fois des designs, ou bien les backgrounds ici. Il y a des sites comme Figma. Je ne sais pas si vous connaissez Figma. Si j'ai fait sur les sites Figma, sur le site Figma, vous pouvez faire des backgrounds de vos dashboards et puis les télécharger, les amener sur Power BI et ça sera vraiment, vraiment, vraiment joli. Même PowerPoint. Je vois d'autres personnes utiliser PowerPoint. Si par exemple, j'ai décidé que je vais je vais reproduire ces designs, je peux les copier l'image. Je vais mettre ça soit sur Figma ou bien sur
PowerPoint. Et je crée une nouvelle diapositive, je supprime tout ça et je colle ici. Je peux enrogner, je fais bouton droit, enrogner. Je vais enlever toute cette partie et toute cette partie et cette partie. Et voilà, je peux agrandir comme je veux, même comme ça. Et donc, je peux commencer à faire à créer des formes. Ici, je mettrai un KPI. Et là, je peux mettre, par exemple, dans une couleur un peu grise comme ça. Et je peux dupliquer ça. Je fais CTRL-D, je duplique et je remets ici. Et je vois qu'il y a des bords qui sont... ces graphiques contiennent des bords. Je peux modifier et mettre plutôt quelque chose de pareil qui a des bords. Et je peux enlever les contours ici, sans contour. Ou je peux même récupérer le remplissage en cliquant ici. Et là, je vais dupliquer ça. Je fais CTRL-D. Je fais CTRL-D. Et je fais CTRL-D. Voilà. Je peux faire CTRL-D. Je mets ici, je mettrai les Sales Overview. CTRL-D. Ici, je mettrai ceci. CTRL-D. Ça, je mettrai comme ça. Et vous allez prendre assez de temps en train de reproduire ça. OK? Si j'aurais quelque chose, CTRL-D. Mais aussi, vous avez la possibilité de personnaliser comme vous voulez. Ici, je mettrai quelque chose de pareil. CTRL-D. Et là, je mettrai quelque chose de pareil. Et là, je ferai quelque chose de pareil. Ici, il y aura le menu. En haut, il y aura les titres. Et quand tout est OK, je peux supprimer alors les designs sur lesquels je me suis inspiré. Et je peux mettre, disons, un background ici. Et je le mets en arrière, reculé. Ou bien je peux dire en arrière-plan. Et je vais dire, ça sera un peu comme ça. Voilà. Et là, je peux enregistrer ça comme une image. Je fais fichier, enregistrer sous, parcourir, et je vais prendre background, pulse. Voilà. Et là, je vais mettre sous format image. Je vais mettre, par exemple, sous format PNG et je vais mettre au bureau, là, par exemple. OK? Et je clique sur enregistrer et j'ai dit celle-ci uniquement. Alors, une fois j'ai mon design là, je peux l'exporter facilement sur Power BI, ici, dans page D. Je vais venir là où c'est écrit mise en forme de la page web du rapport. Et ici, arrière-plan du Canva, je vais parcourir et récupérer l'image là que je viens d'exporter. Et la transparence, je vais remettre à 0. Et déjà, j'ai mon background qui est là. OK? Et ici, je mettrai par exemple, je ne sais pas, je vais commencer à mettre mes visuels ou mes cartes.
et je peux enlever, je peux modifier tout ça comme je veux. Je peux mettre, je sais pas, dans général, l'effet, je vais enlever la transparence ici. Je mets par exemple à comme ça. La couleur du titre, je peux prendre, changer la couleur de ce texte qui est ici. Objet visuel, valeur de la légende, je vais mettre en blanc pour que ce soit plus ou moins clair. Et je vais prendre assez de temps pour faire la même chose pour chaque élément. Ici, je vis que je vais mettre mon filtre. Ici, je vais mettre le titre. Et au moins, j'aurai déjà la forme à quoi va ressembler mon design. Donc, en mettant juste, en prenant le temps, vous créez votre background à côté et puis vous mettez ça ici sur Power BI. Ça va vous aider à aller très, très, très vite. Les designs sera fait soit sur PowerPoint, soit sur Figma. Si vous êtes bon en Figma, il y a plusieurs vidéos sur Internet qui montrent comment utiliser Figma. OK, mais je pense aussi pour les projets que nous allons faire demain, on va essayer de réaliser ça sur Figma. On récupère l'image, on le met en arrière-plan de notre canevas, de notre espace de travail. Et là-dessus, on commence à ajouter nos visuels comme nous voulons. Je peux voir, par exemple, quoi là, la quantité vendue par date. Et vous savez, quand on a la date, il faut penser à des courbes pareilles. OK. Et ça, je peux reproduire la même chose, hein. Je peux mettre ça ici. Rappelez-vous que vous pouvez toujours modifier les éléments ici. L'effet, je peux rendre ça transparent. La couleur des éléments, je peux mettre ça en blanc, etc., etc. Ou changer la couleur de la ligne. Si je vais mettre, disons, blanc comme ça. Et donc, ça, au fur et à mesure que nous allons évoluer, je vais vous montrer comment le faire. Voilà. Voilà comment on fait des designs un peu plus rapidement quand on travaille sur Power BI. On va continuer ce que nous disions. Nous étions en train de parler de comment réaliser des designs professionnels. OK? Et nous avons déjà vu 4 principes de base. Si je reviens ici en haut, j'ai dit la première chose, c'est la hiérarchie visuelle. La deuxième chose, c'est la lisibilité. La troisième chose, on a parlé de l'alignement. On doit vraiment avoir assez d'espace. Les visuels doivent respirer. Et la quatrième chose, nous avons parlé de la simplicité, qui est votre visuel, votre rapport doit être simple. Les temps avancent. OK. Parlons rapidement de... On a parlé des types de graphiques. Là, voilà, c'est là où nous étions. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Je vais voir dans les chats. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Peut-être je vais un peu plus vite. S'il y a des questions, vous pouvez me faire 5 sur 5 si vous êtes toujours avec moi. Ou, OK, 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 OK. On est vivant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais prendre quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions avant que nous ne parlions de la structure et le positionnement? S'il y a une question, vous pouvez lever la main et poser la question. Je vois M. Isaac.
qui lève la main. Isaac, vous avez la parole. Isaac, ouvrons le micro et posez votre question. Si Isaac n'est pas là, s'il y a une autre personne qui veut poser sa question, vous pouvez juste lever votre main et vous poser la question avant que je n'évolue. Oui, monsieur Mustapha, vous avez la parole. Merci, prof. C'est vrai, ma question n'est pas directement liée à ce que vous faites là maintenant, mais par rapport au document que vous nous avez envoyé sur Greenpeace. Je ne sais pas s'il faut poser la question là-bas. Oui, vous pouvez poser. D'accord. Lorsque j'ai chargé ces données-là, j'ai remarqué quelque chose que je voulais vraiment, j'attendais votre précision dessus. Au niveau des données, les données sur j'ai vu 3 types de données numériques là-bas. Un type de données simples, où on montrait 1, 2, 3, simple, les chiffres simples, et un autre où c'était 1.2. Mais au niveau de là où on a donné les valeurs c'est parce qu'on parlait d'euros, voilà. On parlait d'euros. On a donné le même type encore, c'est-à-dire 1.2. Et moi, j'ai trouvé que ce n'était pas bon. J'ai transformé à ce niveau-là pour mettre, pour choisir le type décimal, un nom là, décimal. Monétaire. Non, non, c'est comme monétaire, c'est le type. Attendez, je regarde. OK, attendez, je regarde. OK, c'est décimal fixe. Voilà, il y a décimal simple et décimal fixe. Je ne sais pas si vous me suivez. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème, mais rassurez-vous que ce soit en monétaire pour que quand vous allez faire la somme de valeurs, disons, trouver, je ne sais pas, il y a une question qui demande, par exemple, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui a trait à l'argent là-bas? OK. Quelle est notre consommation totale? Il faut voir s'il y a quelque chose qui a trait à la finance où on doit utiliser cette colonne. Je n'ai pas encore essayé ça, mais je le préparais pour vous aider à pouvoir pratiquer tout ce qu'on est en train de faire. Le positionnement, la hiérarchie, la visibilité, etc. Monsieur, s'il vous plaît. Si je posais la question, c'est parce qu'un jour, je travaillais sur un autre dashboard et je n'avais pas tenu compte de ce type de données, la différence. J'avais mis, je pense, décimal tout court. Et quand j'arrive à Power BI, il me dit qu'il y a erreur lorsque je faisais des calculs parce que j'avais utilisé le mauvais type de données. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte Power BI faisait la différence entre décimal simple et décimal qui a un type défini là. Et qu'il fallait utiliser celui du type défini qui donne 4 zéros après la virgule quand on veut parler de la valeur monétaire. Je ne sais pas si c'est vraiment, si j'ai bien compris, monsieur. Oui, 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 il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et si je reviens ici sur Power BI, vous avez vu que chaque fois, chaque colonne avait un type bien défini. Lorsqu'on a des types dates, donc on peut faire des comptes pareils. Lorsqu'on a des calculatrices comme ça, donc c'est une mesure qui a été calculée. Lorsqu'on a des sommes comme ça, donc ce sont des données du type numérique. Et les types ici définissent aussi quel type de visuel on va afficher et comment les éléments vont se résumer. OK? Et aussi, chaque fois quand vous travaillez sur quelque chose de numérique, je vais cliquer par exemple ici sur CA Retails, ou bien même les graphiques, les visuels ici que j'ai mis ici, c'était quoi encore? C'était CA Afrique. Quand je clique sur cette mesure ici,
et me donne la possibilité de pouvoir changer son format encore là. OK? Je peux modifier, par exemple, les devises. Je peux choisir les symboles de la devise et Je n'avais pas remarqué. je vais appliquer. Je dis, par exemple, euro. Et Ah, si je clique à côté là, attendez. Si je clique à côté, vous voyez que ça change en fonction de ce que je mets là. tout OK? à fait. Je peux même enlever les deux chiffres après la virgule en cliquant ici. Je clique là. Je vais cliquer encore sur cet élément. Et j'ai dit, je ne vais pas avoir de chiffres après la virgule. Je mets 0 par exemple. Veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît. Oui. Là, j'enlève les chiffres après la virgule et j'ai mes éléments qui sont bien affichés. Donc, ça aussi, vous pouvez venir gérer ici. Okay. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a une question. Je pense, monsieur. Je vois Isaac qui lève toujours la main, mais ne parle pas. Isaac, vous avez la possibilité alors de parler? Ah, non, 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 c'est une erreur. Hein? D'accord, il faut baisser la main donc. Ah ouais. Je prends monsieur Riffin. Bonsoir, cher coach. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Sûrement, j'avais aussi une préoccupation, apparemment, ça m'était déjà dépassé. Hier, quand j'essaie un peu de faire les derniers exercices qu'on nous avait laissés, surtout à la question de taux de paiement ici, là. Alors, je ne sais pas, j'avais appliqué une formule, je ne sais pas si je peux me rappeler encore, j'avais pris, si c'était le total de chiffre d'affaires multiplié par Monsieur Riffin, est-ce que vous pouvez poser la question sur ce que nous voyons aujourd'hui? Oh, désolé. Bon. Et si Vraiment, c'est... parce que j'avais aussi eu la même difficulté à ce qui est des pourcentages. Parce que si, par exemple, on a appliqué une formule qui doit chercher le pourcentage et qu'on veut seulement ajouter, par exemple, les signes là de pourcentage, ça que ça ne puisse encore calculer la réponse qu'on a déjà trouvée. S'il arrivait qu'on a déjà appliqué une formule pour trouver un certain pourcentage, mais la réponse doit rien qu'ajouter les signes de pourcentage à la fin. Alors c'est là où j'avais une difficulté, comme l'ami aussi voulait le souligner par rapport à la conversion des formats de données. OK, rapidement, je réponds à ça. Par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque part où on avait calculé le pourcentage? Je vais prendre par exemple ça, disons panier moyen. OK, je coche panier, prix, bon, panier moyen. Si par exemple, je vais mettre ça en pourcentage, laisse-moi dupliquer ça. Copier-coller ça. Qu'est-ce que je fais là? OK. Je vais juste créer une carte ici et mettre marge totale. Si on veut mettre ça en pourcentage, venez ici, cliquez ici sur le pourcentage. Mais est-ce que ça, c'est une bonne illustration? Vous voyez, quand je mets pourcentage, ça ajoute des zéros là. Et donc, dans votre réponse, il faut prendre tout ce que vous aviez fait pour les diviser par 100. Encore parce qu'il y a le format pourcentage qu'on y ajoute. Et j'ai colle là. Bien que ça fait encore, donc c'est divisé ou plutôt comme ça, ça va. Vous divisez juste par 100, pas à la fin, et ça va aller. Mais malheureusement, là, je ne fais pas une bonne illustration, je n'ai pas de bonnes données pour
pour faire ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre, M. Cédric. Il faut juste diviser par 100 et vous venez changer ici le format et vous mettez dans le pourcentage. Donc, pour mon cas, ce n'est pas le pourcentage, donc je ne vais pas, je peux faire ceci. Mais il serait mieux si vous posez des questions sur ce qui est abordé aujourd'hui. Ça serait encore plus intéressant. La dernière question. Cédric. Monsieur Cédric, il n'est plus là. Monsieur Mustapha, encore une autre question? Oui, par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense qu'après l'exposé que vous venez de faire, ça signifie tout simplement que les deux graphiques, les deux dashboards que vous nous avez montrés dès le départ, ça signifie que la bonne réponse, c'est after, finalement. Absolument. Je ne les faisais pas juste pour faire, il y avait une raison derrière pourquoi on mettait ceci là-bas, pourquoi on faisait ceci, pourquoi on faisait ceci ou cela. OK? Vous aviez réalisé ces dashboards. C'est comme si vous aviez juste copié-collé ce que je faisais, mais il y avait une logique derrière. D'accord. Cédric, vous voulez parler? D'accord. Je vais évoluer. Cédric n'est pas là. Excusez-moi, monsieur. Oui. Excusez-moi. Oui, je voulais juste aussi conclure en disant par rapport à... j'ai fait mon dashboard récent, je pensais qu'il était très beau. Et là, je me rends compte que vous avez dit quelque chose de très important, que on ne met un visuel que s'il doit répondre à une question. Et là, je me rends compte que automatiquement, je n'avais pas besoin de mettre le visuel sur la carte du monde alors qu'il ne répondait vraiment pas à une question quelconque dans mon dashboard. J'avais seulement mis automatiquement parce que vous aussi, vous avez mis avant. OK, moi j'ai dit, je ne peux pas finir mon dashboard sans le mettre aussi. Parfait. C'est l'objectif de la leçon que vous comprenez pourquoi on met ceci, pourquoi on ne met pas ceci. Et chaque élément qu'on met là, ça doit répondre à quoi? OK, continuons notre travail. Ce travail, je pense, comme le temps est en train d'avancer, chacun va travailler là-dessus. Par rapport aux remarques et aux conseils de tout ce que j'ai donné ce soir, chacun va essayer de répondre aux questions business ici, aller chercher un design qui lui plaît ou bien réaliser son propre design et vous allez le partager dans le groupe. OK? Vous avez les données, vous avez les questions et vous savez là où tirer les designs. Figma, je pense, j'y reviendrai demain, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Il y a aussi des bonnes choses à faire avec Figma. Des designers professionnels, les créateurs d'applications mobiles, les créateurs de sites web, tous les gens qui sont trop dans le design utilisent Figma. Il y a Figma et il y a aussi Dribble, que je vous ai montré trois. Il ne faut pas vraiment les négliger. Il y a Dribble, Non, non, non. Il y a beaucoup de bruit, hein. Il y a quelqu'un qui veut parler sans lever la main. S'il vous plaît. Non, non, non. Vous n'avez pas levé la main, monsieur Isaac. Il faut fermer le micro. Je disais, il y a 3-6 que vous devez vraiment utiliser souvent pour pouvoir trouver des inspirations. Je ne dis pas pour pouvoir copier. C'est juste pour pouvoir trouver l'inspiration et vous améliorer. Il y a Dribble, il y a Figma et il y a Pinterest. Là, il y a plusieurs dashboards et vous n'avez qu'à rechercher. Si vous êtes dans les RH, je peux faire RH dashboard. Vous allez voir des modèles de RH dashboard que que vous pouvez réaliser, voire améliorer. Et tout ce qui est ici n'est pas parfait. Il y a d'autres qui sont faits pas beaux.
et que vous pouvez aussi améliorer. Si vous voulez, vous pouvez aussi partager vos visuels ici. Et je pense qu'il y a des gens qui viennent ici pour acheter les dashboards et vous pouvez gagner de l'argent avec. Personnellement, je ne le fais pas, mais je sais qu'il y a des gens qui le font. Voilà. Alors, je pense qu'à ce point, je peux continuer sur la dernière section qui était restée. Il ne nous reste que quelques slides sur la structure, le positionnement et l'interactivité ainsi que les storytelling, et ça sera à la fin. Oui, monsieur Isaac et monsieur Malik, je prends vos deux questions rapidement. Oui, coach. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Coach, ma préoccupation, oui. Ma préoccupation est celle de savoir, relative à aux données, hein, aux données utilisées. La question numéro 1, on a demandé quelle est la consommation totale. Alors, cette consommation totale sera calculée sur base de la consommation par kilowatt ou exprimée en unité monétaire. Ça, c'est la question à laquelle vous devez répondre. D'accord? Vous allez essayer de comprendre. Veuillez fermer votre micro, monsieur Isaac. Il y a beaucoup de bruit. Hein. Il y a beaucoup de bruit de fond là aussi. Monsieur Isaac, j'ai dit, vous allez essayer de relire les contextes et de comprendre exactement ce qui est demandé. Et vous répondez. D'accord. D'accord. Monsieur Malik, vous avez la parole. Allô, bonsoir. Bonsoir, coach. Bonsoir. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'on peut utiliser IA au niveau des Power BI, IA par exemple? Oui, vous pouvez utiliser l'IA. Vous pouvez utiliser l'IA. Vous pouvez venir Et sur... comment on peut l'utiliser par exemple? Ouais, enfin, justement, c'est ça ma question. Vous pouvez lui demander de vous faire, au lieu de venir chercher des modèles ici sur Pinterest, Dribble, vous pouvez demander à ChatGPT de vous générer. Je pense l'avoir fait le premier jour. Quand je vais vous montrer ce qu'on va faire. Je viens ici sur ChatGPT ou bien vous pouvez venir sur Gemini, gemini.google.com ou sur Claude, n'importe quel IA. OK? Et vous lui dites, vous lui donnez les contextes. Vous récupérez les premières données. Vous n'avez pas envoyé toutes vos données à l'IA. Vous pouvez juste prendre l'entête et les premières lignes. OK? Faites copier et vous collez ici. Voici l'exemple de mes données. OK, j'ai fait Shift Entrée et j'ai collé. J'ai fait Shift Entrée et je lui dis, voici voici le mail qui m'a été envoyé. Voici le mail qui m'a été envoyé. Je colle le mail. Alors, ta tâche est de me faire et de me générer un modèle de design en image qui répond aux questions business. Je dois reproduire cela sur Power BI. Et j'ai fait entrer.
Je peux copier, coller, j'envoie ça déjà à Gemini, ou je peux envoyer la même chose à ChatGPT et voir ce qu'il va donner. Déjà, ChatGPT commence à fabriquer l'image. Gemini fait quoi? Il me propose comment je vais orienter les choses. Et il est en train de faire la représentation visuelle. Je vais voir ce qui sera mieux. Déjà, Gemini me propose quelque chose de pareil. Je vais mettre mes KPI en haut. Je vais représenter ceci et cela, suivi de la consommation énergétique. Si vous trouvez que c'est OK, vous reproduisez ça. Si vous retrouvez que c'est toujours ça par rapport à ce qu'on a dit, vous remodifiez. Je vais voir ce que ChatGPT a fait. Mais ce n'est pas... Si vous essayez de comparer ce que les emails font, essayez de voir ce qui est disponible ici sur Dribbble ou ce que j'ai vu sur Pinterest. Ce que ChatGPT fait n'approche pas à ça. Donc, ces outils d'IA, c'est bon, mais jusqu'à présent, ils ne font pas encore quelque chose de très bon. Même si vous faites un bon prompt, à ce point, je n'ai pas encore vu qu'ils font des bons designs, que c'est que les emails peuvent faire. Il peut te donner déjà une idée sur quelque chose sur laquelle tu vas commencer, mais il n'est pas là pour remplacer ce que toi, tu dois faire. Et je n'ai pas encore vu ChatGPT faire des fichiers Power BI, faire des visuels sur Power BI. Ça, je n'ai pas encore. Peut-être qu'ils vont arriver à ces points de générer des dashboards sous format Power BI dans les années à venir, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vu ça. Et c'est pourquoi j'ai dit toujours l'IA est là pour aider les data analystes ou tout celui qui utilise à progresser, mais il n'est pas là pour remplacer. Il est là pour t'aider à voir quelque chose sur laquelle tu vas travailler, mais il n'est pas là pour remplacer. Est-ce que c'est clair, cher ami? Merci pour ta question. Je pense que... Oui, merci. Merci, c'est clair. Merci. D'accord. Mais aussi, tu peux peaufiner la question, tu poses bien ta question. Peut-être tu auras un bon design, mais à premier lieu, tu vois ce qui nous génère, quoi. Et vous pouvez déjà comparer. Juste, est-ce que ChatGPT par exemple, il y a fait mieux ou bien Gemini qui fait mieux? Oui, vous voulez ajouter? Par exemple, il y a des entreprises qui ne veulent pas, il y a des données qui sont un peu sensibles, on ne peut pas balancer comme ça dans les IA, et donc c'est un peu compliqué de fournir les données d'une entreprise à donner à une IA pour faire des trucs, donc c'est un peu compliqué des fois. Absolument, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut juste copier quelques lignes. Il faut juste copier quelques lignes. Ah, ok. Pas toute la base. Vous copiez juste 3, 5 ou une dizaine de lignes. Et puis, à l'entreprise, on ne travaille pas toujours sur un seul fichier. On a plus de fois des fichiers des données qui proviennent de plusieurs tables. Donc, l'IA est là, c'est bon pour nous aider à évoluer plus vite, mais il n'est pas là pour nous remplacer. Jusqu'à présent. Okay. Peut-être qu'il va nous remplacer demain, mais je ne crois pas que ça sera trop vite. Il y a quelqu'un qui a posé cette question. Est-ce que l'IA vraiment ne remplace pas les data analysts? Déjà, il fait des dashboards. Si vous allez sur des sites ici, Hiring Café, je l'ai dit tout le jour, Hiring Café, essayez de voir combien d'offres sur la data qui sont dans le monde. Je vais cliquer ici Data. Je fais entrer et je ne vais pas juste prendre la France, je vais prendre Anywhere in the world, partout dans le monde. Il y a plus de 219 000 jobs qui ont été envoyés. On cherche les data analystes, les data architectes, partout dans le monde.
Si l'IA voulait remplacer les data analysts, on ne chercherait pas ces gens. Hmm? Donc, l'IA est là pour nous aider à évoluer, mais pas pour nous remplacer. Il n'y a pas que ces sites. Vous pouvez aller sur LinkedIn, vous pouvez aller sur pas mal de sites qui listent les opportunités. Qu'est-ce qui me vient en tête là? Par exemple, datanerd.tech. Ah, il détecte mon pays là directement. Je vais enlever et mettre par exemple data analyst ici. Et je clique sur Find Job et puis Search. Il va me lister des jobs sur les data analysts qui sont disponibles actuellement. Et vous allez voir, il y a plusieurs. Il essaie de l'analyser. Et vous pouvez voir, il y a plus de 4 millions de jobs analysés aujourd'hui. Les nombres sont en train euh, d'agrandir. Ma connexion n'est pas bonne. Mais vous pouvez essayer DataNerd de votre côté et voir il y a combien de jobs qui sont listés juste pour l'analyse des données. OK? Et les compétences qui sont demandées, Python, SPSS, R, je ne sais pas, SQL, et des salaires. Et si vous voulez postuler, vous pouvez postuler. Donc, les jobs sont là. C'est pas qu'il y a est là pour remplacer. Je pense, après cette formation, nous parlerons des opportunités sur la data. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Mais il faut juste avoir beaucoup de compétences euh, et savoir répondre aux besoins des entreprises. Là, par exemple, on cherche un data analyst. Il faut qu'il sache faire la collecte des données, la data visualization et les reporting, ce qu'on est en train de voir. Continuons nos slides dans les quelques minutes qui restent. Je pense que vous apprenez pas mal de choses dans le parenthèse que je mets, bien que je n'ai pas mis ça sur les slides. Est-ce que vous apprenez avec les parenthèses qu'on fait? Ou bien que chaque fois dans la formation, je me focalise juste aux slides? Si vous apprenez avec le parenthèse que je mets, faites-moi 5 sur 5 dans les chats. Si ce n'est pas utile de mettre ces parenthèses, faites-moi 0 sur 5. Vous ne voulez pas qu'on sorte du contexte, qu'on reste juste ce qui est prévu. Hein. OK. Je vois des 5 sur 5 dans les chats. C'est les digressions. Je ne comprends pas digression. Vous avez envie d'une formation sur la collecte des données. Oui, oui, une formation en collecte des données est prévue le mois prochain. Collecte, analyse des données avec R. Voilà, 5 sur 5. Voilà, c'est bon. Je trouve que c'est bon de faire ces parenthèses pour vous aider à... Même si je n'ai pas prévu ça, si ça me passe en tête ou l'un d'entre vous pose la question, on essaie d'y répondre. Pendant les quelques minutes, finissons les slides que je prévus là. Comment structurer notre design et comment faire le positionnement? Comme je l'ai écrit ici, les designs, ce n'est pas ce que vous montrez, c'est comment vous l'organisez. Quand quelqu'un ouvre votre dashboard, il ne lit pas un livre, il regarde quelque chose de beau, de visuel. Alors, comment l'utilisateur lit très souvent les designs? Il y a plusieurs patterns qui existent. Il y a par exemple les F patterns, les Gutenberg diagrams ou bien les Z patterns. Les F patterns veut dire que quand quelqu'un lit les dashboards, il commence par lire ici en haut, là il y a un, et puis il regarde à droite, ses yeux descendent ici au milieu de l'écran, et il regarde jusque-là encore, pas la fin, mais juste ici avant la fin, et puis il regarde en bas. Très souvent, les informations qui sont ici en bas ne sont pas trop lues. Il y a un autre type de diagramme, d'orientation. Les gens peuvent regarder ici
en premier, et puis regarde là, à droite, en bas, et ils finissent par ce qui est ici. Et enfin, il y a ces Z patterns. Très souvent, les yeux regardent. À partir de 1, il va à droite, il descend en bas et il finit ici. Et remarquez toujours que lorsqu'on lit un dashboard, on commence toujours. Naturellement, les yeux suivent ces schémas que vous voyez là. Et vous allez voir que la plupart de ces visuels qu'on a vus, que ce soit sur Dribble, sur Pinterest, sur, je sais pas, même sur ChatGPT, les informations les plus importantes, il faut mettre ça ici en haut. Et les yeux quittent d'ici. Imaginez un F vert sur votre écran. Et puis au milieu, on regarde comme ça. Les informations les moins essentielles, on veut le mettre ici, en bas à droite. Donc, lorsque vous faites vos designs, il faut avoir ces 3 types de patterns dans votre tête. Comment la personne va voir. La chose que vous pensez la plus importante, mettez toujours en haut à gauche. Les choses les plus importantes, mettez en haut. Ça peut être droite vers la gauche. Surtout pour les gens qui ont des langues qui se lisent de gauche à droite. Si c'était plutôt, je sais pas, l'hébreu ou l'arabe où on lit des droites vers la gauche, essayez d'inverser ça. Commencez par un ici et vous allez comme ça. Donc, c'est essayer d'inverser ces aides. Mais la plupart des langues comme le français, l'anglais, on lit de gauche vers la droite. Et donc, les yeux quittent de ses côtés et il va ici. Et puis, il descend ici, il va là. Et puis, il descend là et regarde là. Et quand vous faites vos designs, essayez de suivre. Il y a des recherches qui ont été menées où on essaie de détecter ou bien d'essayer d'analyser comment les gens lisent les sites web, comment ils lisent les designs. Et voilà les patterns qui ont été retrouvés. Les gens font comme un F sur une page ou un Z ou cette forme pareille. OK? Donc, les informations importantes, vous savez déjà là où il faut mettre ça. Voilà là la structure parfaite d'un dashboard. En haut, on met ce qui est essentiel. À droite, à gauche, autant pour moi, vous mettez le menu de navigation. Au milieu, vous mettez vos graphiques. Et en bas, vous mettez tout ce qui est détail. OK? C'est ce que je disais. En haut, top, il faut mettre tout ce qui est KPI principaux. Ici, vous mettez ce que le boss veut voir. Par exemple, les chiffres d'affaires, les profits, la croissance. Et là, ça doit être gros, lisible et maximum 3 à 5. N'embrayez pas. Au milieu, ici, vous expliquez les KPI, les graphiques, les line charts, les bar charts. Vous expliquez les KPI que vous avez mis en haut. Et en bas, c'est pour ceux qui veulent creuser. Donc, tout ce qui est tableau ou détail, vous allez mettre ici en bas. OK. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez la suite de Fibonacci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la suite de Fibonacci ici? Je vais voir quelqu'un qui va nous expliquer ça. Ou il y a quelqu'un qui a entendu parler de Fibonacci. J'avais partagé ça dans le groupe. Ça, c'est important. Oui, monsieur Benjamin, qu'est-ce que vous connaissez de Fibonacci? Ouvrez le micro et expliquez-nous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, je ne connais pas trop, mais je le connais dans le domaine du trading parce c'est un grand mathématicien qui a fait des figures qui permettent de pouvoir bien travailler sur le marché boursier. Ah, OK. Pas seulement. Ouais, vous êtes dans le monde du trading. C'est
ces trucs de Fibonacci se trouvent partout. En fait, c'est une suite que les humains que le monsieur Fibonacci, c'est un savant, a découvert dans la nature, que la plupart d'éléments, des choses qu'il faut beau ou bien qui peuvent produire quelque chose de très intéressant, suivent cette suite de Fibonacci. Attends, je vais aller sur ChatGPT et lui demander c'est quoi la suite de Fibonacci. OK? La suite de Fibonacci c'est celle-ci au fait. Si vous prenez 1 et vous essayez, 0 et vous essayez d'ajouter 1, OK? Et puis, vous faites 0 plus 1, vous trouvez 1. Et puis, vous faites 1 plus 1 et vous retrouvez 2. Et puis, vous faites 2 plus 1, vous retrouvez 3. Et puis, vous faites 3 plus 2, vous retrouvez 5. Donc, les nombres qui suivent, c'est la somme des deux autres qui viennent avant. Et chaque fois, il a découvert s'il essaie de diviser des nombres qui se suivent là, si je divise ça et ça, ça et ça, ça et ça, et trouver ce qu'on appelle les golden numbers, les nombres d'or. OK? Et ces nombres, on va c'est approximatif à 1,6. Et si vous essayez de demander à ChatGPT dans quel domaine il peut l'appliquer, ou surtout ici, nous, quand on est dans l'analyse des données, comment on peut l'appliquer, vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments Fibonacci dans les designs. Vous allez voir que ce soit, je ne sais pas, les escargots, que ce soit la plupart des... cette image fameuse qui est là, dans des designs de maisons, dans la nature, il y a toujours cette suite. OK? Et si vous voulez faire des jolis graphiques, utilisez cette suite, le même principe. Donc, vous pouvez commencer, par exemple, ce design qu'on a fait ici. Ça, c'est représenté par le Fibonacci. On a le plus grand nombre ici, un grand espace. C'est cette suite que je vais vous montrer ici. Vous commencez par un élément. Celui qui va suivre, il y aura deux éléments. Celui qui va suivre, il y aura trois éléments. Celui qui va suivre, il y aura cinq éléments. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous diminuez. Donc, vous voyez ici, j'ai un seul élément. Et puis ici, j'ai des éléments qui sont divisés par 2 encore, encore par 2, par 2, par 2. Et si vous organisez vos choses, vos visuels en suivant ça, ça donne toujours quelque chose de plus beau. Vous pouvez encore retrouver plusieurs vidéos sur YouTube qui vous montrent, même sur le site de Microsoft Learn, il conseille de pouvoir utiliser ça. Si je viens ici sur PL300, que je viens ici sur associé analyste et que je regarde dans la section visualisation de données, vous allez voir que Microsoft encourage de pouvoir structurer vos données selon cette suite-là. Concevoir des états efficaces. Je ne sais pas si je vais retrouver ça rapidement. OK. Ils essaient d'expliquer comment les gens lisent les visuels et comment il faut bien faire pour pouvoir concevoir des bons visuels. Non, c'est pas là. Je vais revenir un peu là rapidement. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui sont en train de suivre la formation en utilisant les ressources de Microsoft. Donc, tout ce que je suis en train d'expliquer là, c'est ce que Microsoft aussi explique, les espaces,
il faut éviter de mélanger trop de couleurs. Ok? Donc, tout est là sur les sites de Microsoft. Je n'invente pas. Ils essaient même de parler des suites de Fibonacci rapidement. Est-ce que je ne vois pas ça? Si je trouve, vous pouvez voir ça ici. Comment là? Comment je ne retrouve pas? S'il y a quelqu'un qui a retrouvé ça sur le site de Microsoft, il peut nous partager rapidement. Voilà, c'est ce que je disais. Les yeux disent d'ici vers là. Ok. Et voilà, il y a ça, ce que je voulais vous montrer. C'est suite, il vous dit toujours, quand vous réalisez vos visuels, essayez au maximum de suivre cette suite courbe de Fibonacci. Mettez ce qui est censé là en haut, faites ceci, faites cela. Donc, tout est documenté sur les sites officiels de Microsoft. Je vais vous partager les liens. Voilà. Je le mets dans le chat ici. Si vous voulez faire le beau, suivez ce que la nature vous propose. Vous attendez les storytelling. Espérons on va y arriver rapidement et on a encore quelques minutes. Voilà. Donc, les ressources sont là. Vous pouvez aller retrouver d'autres choses, plusieurs autres choses sur les sites officiels de Microsoft. Il n'y a pas que ça. Ils expliquent comment faire de bons designs, comment faire tout ce que je suis en train de dire là. Ah, OK. L'interactivité. L'interactivité aussi, c'est important. Quand vous faites vos visuels, assurez-vous que vos éléments doivent être interactifs. Et l'interactivité, vous ajoutez l'interactivité 1 avec les filtres qu'on appelle les slicers en anglais. Les filtres en fonction soit de pays, soit en fonction des dates. Et c'est mieux, de bonne pratique de le mettre en haut à gauche ou à gauche et limiter les nombres, de ne pas mettre beaucoup. Les drill down, c'est pour aller plus en profondeur. Quand vous cliquez sur un visuel ou vous double-cliquez sur un visuel, je pense l'avoir fait ici. Vous devez, vous devez montrer assez de détails. Et ça se fait quand les données que vous utilisez ont une hiérarchie comme ça. Donc, je peux afficher en fonction de jour, mois, trimestre, année. Ça, c'est possible que quand la colonne a une hiérarchie. OK? Voilà. Ça crée aussi l'interactivité, les drill down. Les tooltips, c'est quand vous faites passer la souris sur un visuel et que ça renvoie d'autres informations. Ça aussi, ça crée de l'interactivité, mais aussi la navigation entre les pages. Quand vous avez créé, disons, un visuel qui, où vous pouvez naviguer sur différentes pages. Quand vous cliquez par exemple sur le menu, il vous conduit à la page 2, à la page 3. Ça aussi, ça crée l'interactivité. Et je pense que je vous montrerai comment les faire avec les signes, parce que ça, on fait avec les signes. C'est pourquoi j'ai dit la séance de demain, il faut vraiment prendre le temps de faire cette vidéo qui va essayer de regrouper toutes les bonnes pratiques, tout ce qu'on a déjà fait depuis le début. Je crois si on le fait dans les lives, je ne saurais pas tout couvrir, mais si je fais une vidéo pour enregistrer et que je vous la partage demain et vous reproduisez les dashboards, vous allez encore apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cela. Je verrai ma disponibilité de demain. Si je le peux, je fais une vidéo. Si je ne le peux pas, on fera un live. Mais vraiment, je voudrais vraiment que je fasse une vidéo pour vous aider à bien comprendre. Et donc, voilà là les 4 éléments qui vous aident à créer de l'interactivité sur vos dashboards. 1. Les filtres ou slicers. 2. Les drill down pour voir plus de détails,
pour zoomer les données en profondeur. 3, les tooltips, c'est l'info cachée quand vous faites passer les curseurs sur un visuel et aussi la navigation entre les pages. Posez-vous toujours cette question, qu'est-ce que l'utilisateur voudrait explorer? S'il veut filtrer, utilisez les filtres ou les slicers. S'il veut creuser en profondeur, utilisez les drill down. Okay? S'il veut voir plus, utilisez les tooltips. Et s'il veut naviguer entre les pages, utilisez la navigation entre les pages avec les signes. Voilà, ce qu'il faut éviter trop d'interactions, ça crée des confusions. Éviter des interactions inutiles. Si ça n'aide pas à décider, vous supprimez. Et des mauvais UX ou bien User Experience, ça profite souvent si l'utilisateur doit réfléchir pour pouvoir comprendre votre dashboard. Si l'utilisateur réfléchit trop pour pouvoir comprendre votre dashboard, c'est raté. Faites quelque chose de simple, de beau, en utilisant les principes qu'on a vus dans la session de ce soir. Finissons avec les storytelling. Les données ne parlent pas. C'est vous qui leur donnez une voix. Et la plupart des dashboards montrent des chiffres, mais ne disent rien. Et donc, l'objectif du storytelling, c'est de transformer les données en décisions. On ne fait pas juste des visuels pour pouvoir faire, mais pour pouvoir raconter une histoire. OK? Au lieu de dire, voici, en fait, le storytelling, c'est montrer la situation, montrer les problèmes, montrer les insights et aussi donner les recommandations. La situation, c'est dire, par exemple, voici ce qui se passe. Exemple, voici les ventes de l'année. Voici le nombre d'employés dans cette entreprise. Voici, vous présentez. Les problèmes, c'est montrer ce qui ne va pas. Voici les ventes qui baissent depuis les 3 derniers mois. Voici le problème. Donc, quelqu'un qui lit votre dashboard doit être comme s'il est en train d'écouter ou bien de lire une histoire et de comprendre à la fin la situation, le problème, les insights. Les insights montrent le pourquoi. Et enfin, toujours finir par une recommandation. Parce que l'objectif de chaque dashboard, c'est de pouvoir aider une entreprise à prendre une décision qui n'est pas basée juste sur le fait hasardeux, mais basée sur les données. Donc, un dashboard sans recommandation est incomplet. Il faut toujours que vos dashboards soient accompagnés des recommandations. Et comment faire concrètement cela dans Power BI? Mettez des titres qui parlent. Au lieu de dire vente par mois, dites le vente sheet depuis, disons, le mois de mars. Mettre en avant les couleurs pour les highlights et les flèches, les indicateurs pour montrer ce qui monte ou ce qui descend. Ajouter du texte utile quand il est faux et quand vous voulez renvoyer quelque chose qui a du sens. Et aussi, guider l'utilisateur. Je vous ai montré comment on guide l'utilisateur. Les yeux quittent toujours de gauche vers la droite, on descend en bas. On fait comme un F ou un Z sur l'écran. Donc, il faut guider l'utilisateur. Ne placez pas les choses en pêle-mêle. Voilà ce que je vous ai prévu pour ce soir. Je vous ai déjà montré les sites où vous pouvez trouver les inspirations. Dribble, Pinterest. Il y a un autre site qu'on appelle Behance Mobile. Vous pouvez aller les explorer. On n'a pas assez de temps pour explorer chaque site ici, mais au moins déjà le premier ici contient ce qui est très déjà utile pour vous. Donc, votre niveau de design, comme je le disais pendant la formation, est directement lié à ce que vous regardez tous les jours. Si vous regardez des bons designs, si vous observez la nature, vous allez faire de bons designs. Si vous regardez des mauvais dashboards, vous allez faire de mauvais designs. Et les bons designs
pouvez les retrouver ici où vous observez juste la nature et vous ferez des bons designs. Mes astuces, c'est toujours copier les layouts, copier ce que vous voyez sur Binance, sur Dribble, sur Pinterest, sur Figma. Copiez ce que vous voyez là. Créez votre bibliothèque perso avec des screenshots. Et puis, vous pouvez aussi vous inspirer sur des applications mobiles que vous utilisez, sur les sites web sur lesquels vous naviguez. Et puis, essayez de reproduire ça pour apprendre. Copier pour apprendre, pas pour voler. Et si vous voulez devenir excellent, essayez de regarder juste 5 dashboards par jour. Essayez de voir l'image générale des bons dashboards et vous serez bon aussi en design des dashboards. Voilà là ce que j'ai prévu ce soir. Merci d'avoir été là et merci de m'avoir suivi. Si question, je vais répondre à ça et ça sera la fin pour ce soir. Faut-il mettre en encadré une phrase de recommandation dans les dashboards? Et c'est une bonne pratique. Plus le rapport est publié, ne sera pas toujours là pour parler. Vous pouvez faire un PowerPoint ou un PDF qui accompagne votre rapport. C'est toujours aussi bon. Et aussi, il faut savoir qui va lire votre rapport. Est-ce que ce sont des gens qui comprennent les chiffres? Est-ce que c'est des gens qu'il faut mettre du texte pour qu'ils comprennent? Tout dépendra de celui qui va lire. Mais c'est bien toujours d'accompagner avec un PowerPoint ou bien avec un PDF qui explique ce que vous aviez fait. Je vois Samson et Ken qui lèvent leurs mains. Samson, vous avez la parole et puis Ken. Oui, créer un lien, oui, il faut créer un lien. Donc, quand on publie sur Power BI Services, on crée un lien qu'on peut envoyer aux décideurs qui, eux, n'ont pas Power BI installé sur leur ordinateur et pouvoir décider plus facilement. Mais aussi, vous pouvez installer sur téléphone. Je vais essayer de voir si je vais me connecter sur téléphone et vous montrer à quoi ressemble l'application mobile de Power BI. Entre-temps, quand je suis en train de faire, Ken, vous avez la parole. Samson, vous avez la parole. Ah, merci et Moi, bonsoir, coach. ma main, c'est... OK. Ah, qui parle, c'est moi, Ken? Oui, allez-y. Ah oui, coach, ma préoccupation, bon, pour la séance d'aujourd'hui, quand même, nous avions compris, mais j'avais une préoccupation pour la séance de la fois passée. Parmi les 20 questions qu'on a eu à travailler, mais les 2 dernières questions, on n'avait pas bien sûr terminé. Et bon, j'étais un peu bloqué quelque part. Bon, je ne sais pas si vous pouvez un peu intervenir à ces 2 questions-là, ces 2 dernières questions, 19 et 20. Et aussi, c'est la création des dashboards au niveau des top 3, au niveau des performances commerciales, les guillemets, top 3 produits et marge par produit. Et aussi, chiffre d'affaires par type client si enrichi. Est-ce que je pouvais un peu intervenir sur ces points-là? Malheureusement, je ne vais pas intervenir sur ça parce que ça fait partie de ce qu'on a fait la fois passée. J'ai dit, quand il y a des questions pareilles, il faut juste les poser dans le groupe et on va répondre à ça. D'accord? Et vous me rappelez, j'avais dit, je vais mettre la réponse dans le document puis vous le partagez. Je ne l'ai pas encore fait. Probablement, j'avais oublié, il faut que je le fasse. Vous verrez ce qu'on a fait là. Parce que j'avais. Les dernières questions, on était allé un peu vite. L'état avancé, il n'y avait pas moyen qu'on aille encore en détail. Mais je dois le faire. Ce soir, vous envoyez les documents qui contiennent toutes les réponses là. D'accord? D'accord, monsieur Ken? OK.
qui n'est plus là. Cédric. Bonsoir, coach, ainsi qu'estimés collègues. Mhm. À la une, je tiens à vous rendre hommage votre façon de faire. Vraiment, la façon dont vous dispensez la matière prouve combien vous voulez vraiment nous aider à comprendre et nous aider à évoluer. Raison pour laquelle je vous dis infiniment merci. Mais j'ai une préoccupation, bon, pas vraiment préoccupation, mais c'est une suggestion. Je suggère à ce que la séance de demain, comme vous aviez dit, vous puissiez d'abord nous envoyer la vidéo. Cette vidéo va nous aider à travailler, à simuler, comme ça, lorsque nous allons venir les jours suivants, c'est juste pour ajuster ce que nous avons déjà fait. C'est ça ma proposition. C'est juste ça. C'est bien noté, cher ami. C'est bien noté. J'essaie de partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Surtout l'écran du téléphone. Je voulais vous montrer comment Power BI Services fonctionne sur téléphone. Ok, ok, non, non, ok. Je ne parviens pas à les faire sur téléphone. Bon, je pense que dans la vidéo que j'enregistrerai, je vous montrerai comment ça se fait. J'ai essayé avec mon téléphone pour le partager, ça n'a pas tenu. L'ami qui a posé la question sur les questions passées, on a fait un document, les documents qui contenaient les 20 questions, on a mis toutes les réponses là. Donc, je vais repartager les documents après ces lives et vous pourrez tout retrouver là. Déjà, on a dépassé 6 minutes. Je ne voudrais pas qu'on dépasse encore beaucoup de minutes. Il y a des gens qui sont là. Chez moi, il est déjà 23 heures. Il y a d'autres où ils sont déjà demain, 0 heure. Et on doit se reposer et se préparer pour demain. Si vous avez le temps, rassurez-vous de faire les exercices, les dashboards qui a été demandé dans les contextes ici. OK? Vous avez les données, vous avez les contextes. Partagez avec nous votre design dans le groupe en respectant tout ce que nous avions présenté ce soir. Et c'est à cette note que je vais mettre fin à ces lives. Merci beaucoup à tout le monde qui a été là. J'espère que vous avez encore appris au moins une nouvelle chose. Je vous souhaite une excellente soirée. On se donne rendez-vous pour demain. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bonne soirée à vous.